Écoutez, bonjour à tous et à toutes et merci pour cette invitation. Voilà, même si on est confiné. Donc j'ai prévu une intervention à plusieurs niveaux en démarrant un petit peu du global vers le plus détaillé et avant de rentrer dans un petit peu le dur de l'agroécologie, finalement, se poser la question, l'agroécologie, pour qui, pourquoi. Donc c'est important, je pense, de reciter ça dans un contexte. Euh, voilà, donc par rapport à la présentation de Julien Fausse, il y a un peu une continuité. On va peut-être rentrer dans certains points un peu plus sur le terrain. C'est vrai qu'on peut être que d'accord avec ces propositions très ambitieuses. Après, pour quelqu'un comme moi qui a vu passer beaucoup de PAC, on reste quand même encore très. Euh, on doute quand même de beaucoup de ce qui sera négocié au final, puisque les premières négociations, par exemple, là, ont montré déjà que sur les esco-schemes, on passe de 30 à 20%. Voilà, donc peut-être dans la différence, même si je suis complètement en accord avec ce qui a été présenté, on va mettre, nous, l'accent beaucoup plus sur l'alimentation. Alors c'est vrai, comme ça a été dit, il y a bien un document qui est sorti qui s'appelle de la fourche à la fourchette. C'est la première fois que l'Europe parle un petit peu de système alimentaire, même si ce n'est pas très ambitieux quand on lit en détail. Nous, on pense que c'est bien par l'alimentation qu'on changera l'agriculture. Voilà. Donc ça sera un petit peu un fil conducteur dans ma présentation. Alors, hop, voilà. Juste un petit mot donc, sur Solagro pour ceux qui ne connaissent pas. Donc on est bien une association 1901 qui a été créée à Toulouse en 1980 par des étudiants des écoles d'agronomie, des professeurs et des agriculteurs. Voilà, donc on est une start-up à croissance lente puisqu'on crée à peu près un emploi par an. Voilà, avec maintenant une petite antenne à Lyon. Donc on travaille vraiment sur la transition écologique, à la fois au travers du développement des énergies renouvelables, d'énergie, et puis tout ce qui touche l'agroécologie, en travaillant aussi bien avec les entreprises, plutôt agroalimentaires, les collectivités territoriales, les agriculteurs et les coopératives. Voilà, donc si vous voulez en savoir plus, vous irez sur notre site. Voilà, alors un petit peu le contexte, comme je disais tout à l'heure, finalement l'agroécologie. Mission un peu plus tard, pour qui, pourquoi. Alors d'abord, on va se situer dans les années qui viennent quand même sur un fort changement climatique si on n'est pas capable de respecter les accords de Paris. Donc là, vous avez une diapo, j'en passerai qu'une, de Météo France qui présente les vagues de chaleur. Donc les vagues de chaleur, c'est en fait 3 jours consécutifs à une moyenne journalière de plus de 20, en gros 20, autour de 25 degrés. Donc vous voyez, c'est finalement le bas de la diapositive. Euh, En fait, ce qu'on voit, c'est que ces vagues de chaleur, elles étaient peu nombreuses et très limitées jusqu'à maintenant, en gros en vert, avec la dernière, la plus importante, qui est celle de 2003, où ça durait presque 2 semaines à pas 25, mais en moyenne 29 degrés, quoi. Voilà. Mais ce qu'on voit quand même, c'est que les prévisions actuelles, si on n'est pas capable de lutter contre ce changement climatique et l'augmentation des gaz à effet de serre dans l'atmosphère, ces vagues de chaleur seront quasiment, après 2050, tous les ans, voire 2 par an, ne dureront pas 2 semaines, mais entre 2 et 3 mois, et non pas à degrés, mais plutôt à 32 degrés, quoi. Donc en termes agricoles, je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'agronomes qui sont capables de gérer ça, et les impacts ont des chances d'être plutôt négatifs, quoi. Donc ça, c'est quand même un contexte qui veut dire qu'il faut absolument lutter contre le changement climatique parce que l'agriculture, à la fois, comme ça a été dit, émet beaucoup de gaz à effet de serre, mais aussi sera la première impactée. Euh, Autre aspect à prendre en compte quand on veut parler d'agroécologie et d'environnement, c'est qu'en fait, on s'aperçoit que la France, c'est le bâtonnet de droite, est un gros exportateur de produits agricoles. On exporte l'équivalent de pratiquement 13 millions d'hectares, c'est-à-dire presque 40% de notre SAU, la production de notre surface agricole est exportée. Mais d'un autre côté, on en importe presque 33%, c'est-à-dire 10 millions d'hectares, voilà, avec
un solde excédentaire d'environ 2,7 millions d'hectares qui représente à peu près 10% de notre surface, quoi. Voilà, donc ce qu'il faut retenir là-dedans, c'est quand même que finalement, dans notre assiette, on travaille actuellement dessus, on importe presque 30% de nos produits qui sont dans notre assiette et que ces importations génèrent un certain nombre d'impacts environnementaux. Donc on connaît la situation en France, on y reviendra, mais il y a la situation dans les autres pays. Donc que ça soit en gris, notamment tout le soja qu'on importe d'Amérique du Sud, que ce soit les fruits et légumes, le coton, le cacao, le café, etc. Donc ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est qu'il y a vraiment un gros enjeu à s'intéresser aussi au mode de production des produits importés et pas seulement de ceux produits en France. Avec un enjeu possible de voir si on peut réduire ces flux, c'est-à-dire relocaliser une partie des productions en limitant finalement nos importations et forcément en limitant par conséquence nos exportations. Ça, c'est juste pour montrer qu'il y a aussi la forêt. On pourrait y revenir, c'est qu'en termes de produits du bois, on est aussi importateur net, ce qui réduit en fait le solde. Voilà. Après, je vous ai mis ici quelques grandes tendances nationales et mondiales qui peuvent quand même nous alerter. C'est vraiment la disposition de ce que j'ai appelé les productions sentinelles, qui sont en fait des productions, on va dire, quasi extensives, que sont les poissons de mer. En bleu, la production d'huîtres, qui est en fait en interface mer, zone continentale, et le miel. Et on voit très clairement un pic dans les années, milieu des années 90, vers 95, où en fait, par exemple, si on prend la production de poissons, donc la production de poissons par habitant décroît, du fait en fait toujours d'un phénomène de ciseaux entre la croissance de la population et soit une baisse de la ressource mondiale, soit une stagnation, quoi. Voilà. Donc on est quand même sur ces trois indicateurs à finalement une évolution à la baisse. Ce qui est plus impactant, c'est ce qu'on observe sur l'évolution des rendements agricoles en France, qui finalement stagne aussi depuis 1996. 96, c'est vraiment une année de rupture qu'on voit partout, où en fait, avant, on a une croissance quasi continue, même si elle oscille un peu. Après 96, on est sur des grosses oscillations et plutôt des stagnations. Et on voit très clairement que les rendements agricoles qui augmentaient assez fortement, de presque un quintal par an, en fait, depuis 1996, cette augmentation a été divisée par 4 et même négative pour le blé, avec des années, bon, j'avais déjà cité 2003, il y avait 76 aussi avant, et puis 2016, où là, on était sur une année climatique très pluvieuse au mois de juin, qui a fait fortement chuter les rendements de blé. Donc en fait, on peut considérer, et ces oscillations donc, sont pas mal dues au changement climatique, on peut considérer qu'il ne faudra pas miser sur une augmentation des rendements pour satisfaire des besoins croissants. Après, un enjeu dont on n'a pas trop parlé encore, donc c'est les pesticides, voilà, dont la consommation est particulièrement élevée en France, avec une charge pour les agriculteurs de 3,3 milliards d'euros, donc qui pèse quand même énormément. Ce qu'on mesure, c'est l'échec de tous les plans menés jusqu'à maintenant, notamment Ecophyto 1 et Ecophyto 2, qui n'ont pas atteint l'objectif d'une réduction de 50% des produits phyto qui était prévu, je le rappelle, en 2018, qui a été reporté en 2025. Et là, ce qu'on voit quand même, que si l'agroécologie est quand même un des objectifs de l'agroécologie, c'est de réduire les intrants et notamment celui des pesticides. Et on voit clairement que cette réduction, j'ai fait un petit calcul très, très primaire, on va dire, mais si on réduisait cette charge de 50%, c'est-à-dire on faisait une économie de presque 1,6 milliard d'euros par an, au niveau des exploitations agricoles, on pourrait financer 27 000 emplois, soit un emploi pour 14 fermes. Donc il y a vraiment un véritable enjeu à réduire ces pesticides qui impactent fortement la biodiversité et la santé de notre population, quoi. On pourrait y revenir. Là, il y a un article qui est sorti récemment par l'équipe du CNRS et de l'INRA qui montre que les sols et les vers de terre en France sont
sont tous contaminés par les pesticides à des taux très élevés, on retrouve beaucoup de molécules, notamment les néonicotinoïdes, et que donc forcément ça impacte derrière toutes les chaînes alimentaires. Voilà. Et par rapport à la réforme de la PAC, là où on est soucieux quand même, c'est que quand on voit que la France réautorise les néonicotinoïdes pour lutter contre le puceron de la betterave, c'est quand même pas un bon signal quand on voit cette situation, quoi. Euh, donc forcément, cet usage massif de produits phyto, puis associé, on verra, à d'autres points, fait que le seul indicateur national et européen, un petit peu de résultat, un peu dont on dispose, c'est l'indicateur stock sur le suivi temporel des oiseaux communs, piloté par le Muséum d'histoire naturelle, qui montre cette courbe qu'on est incapable de stopper, donc une dégradation extrêmement forte des oiseaux spécialistes des milieux agricoles. Bon, vous avez tous entendu parler de ça, voilà, dont la réduction est très forte et qui est particulièrement inquiétante, qui est corroborée donc, par des études allemandes qui montrent aussi un effondrement des populations d'insectes de quasiment 70%, et notamment dans les prairies ou les espaces naturels. Ça veut bien dire que ces produits pesticides en fait, se répandent sur tout l'espace, même les espaces non traités, quoi. Voilà. Un petit zoom sur les plantes messicoles, donc des plantes qui vivaient avant dans les cultures, dans les champs de céréales, qui sont aujourd'hui quasiment disparues, on pourrait dire à 99%, puisqu'on n'en retrouve quasiment pas dans la majorité des champs. Donc, ils font l'objet d'un plan national d'action. Tout ça pour dire que ces plantes, en fait, on le verra dans la diapo qui va venir, en fait, vous voyez, comme c'est des plantes à fleurs, en fait, elles permettent de maintenir, vous voyez, contribuer au maintien notamment des insectes pollinisateurs dans les cultures, quoi. Voilà, donc là, on redécouvre un petit peu leur rôle dans l'agroécologie, on le verra tout à l'heure. Dans la dégradation qu'on observe aussi, Julien Fauss en a parlé là, sur éventuellement un soutien au système agricole à haute valeur naturelle. En fait, quand on regarde un petit peu l'évolution des pratiques, on s'aperçoit que ces systèmes agricoles à haute valeur naturelle, qui finalement étaient encore assez représentés dans les années 70, de par finalement leur diversité d'assolement, encore le faible usage des intrants, un nombre élevé d'infrastructures agroécologiques, couvrait finalement une grande partie de la France, hormis les grandes plaines céréalières, mais qu'en fait, en 2000, tout s'est restreint essentiellement aux zones de montagne, et qu'ailleurs, la situation s'est dégradée, quoi. Voilà. Et en fait, on le voit sur ce type d'évolution du paysage, qui résume bien la situation, où en fait, d'un système où l'agriculture, on avait donc beaucoup d'exploitations plus petites, avec beaucoup de parcelles, plus petites, avec beaucoup d'infrastructures agroécologiques. On se retrouve aujourd'hui avec des exploitations de plus en plus grandes, de plus en plus spécialisées, où on a séparé souvent les productions végétales, les cultures et les productions animales, et puis où les infrastructures agroécologiques, qui sont le support des services, ont pour une grande partie disparu. On a ainsi perdu en France 2 millions de kilomètres de haies. Voilà. Et ce n'est pas forcément la mesure qui sera dans le plan de relance, puisqu'il y aura une mesure consacrée à la plantation et à l'entretien de haies pour 60 millions d'euros qui permettra ça va y contribuer, mais ça permettra de revenir en arrière. Voilà, donc voilà un petit peu ce qu'on avait avant. Donc forcément, la biodiversité était extrêmement importante, les pollutions étaient extrêmement limitées. Bon, aujourd'hui, on voit encore un paysage finalement de qualité. Donc, si on oublie comment c'était avant, ben on ne peut pas imaginer ce qu'il y avait, quoi. Donc, il y a aussi cette perte de mémoire qu'on observe, où on se rend plus compte de comment étaient nos paysages agricoles il y a à peine 50 ans. Voilà. Donc, on a une vraie dégradation de l'état de l'environnement, dans lequel la PAC, et le rapport de la Cour des comptes européenne l'a montré, la PAC n'a quasiment eu aucune influence. Peut-être les seules choses qui marchent à peu près, c'est dans les
dans les espaces protégés, où là, on arrive sur certaines espèces à contrer la mauvaise tendance, mais on a quand même une forte dégradation de l'environnement. Bon, je ne vous ai pas non plus donné les enjeux sur la qualité de l'eau, mais il faut quand même savoir que bon, on a attaqué le 6e programme de la directive nitrate qui date de 1991, donc ça veut dire que c'est clairement des échecs continus, et qu'au niveau des captages d'eau potable, notamment les captages prioritaires, je dirais aujourd'hui on est un peu dans le branle-bas de combat, puisque quasiment tous les captages sont pollués à forte échelle par des herbicides, et que là on va rentrer dans la phase ultime, puisque aucune mesure contraignante n'a été prise à ce jour, de rentrer dans des zones soumises à contraintes environnementales qui vont finalement obliger sur ces territoires-là à des mesures très fortes du fait de l'échec de tout ce qui a pu être mis en œuvre jusqu'à maintenant. La conséquence aussi en parallèle de tout ça, c'est que si les oiseaux s'effondrent, les maladies chroniques explosent. Donc vous avez là sur les 3 ALD, donc diabète de type 2, maladie cardiovasculaire et cancer, donc pareil, qui augmentent fortement et qui finalement, pour une partie, est directement liée à une mauvaise alimentation, donc que ce soit une mauvaise alimentation du style trop de sucre, trop de sel, trop d'acides gras saturés, mais aussi par une contamination des pesticides et notamment des perturbateurs endocriniens, quoi. Voilà. Si la dégradation de l'environnement coûte cher, notamment pour en fait ce qui aujourd'hui est monétarisable comme la qualité de l'eau distribuée, il y a d'autres coûts qu'on malheureusement on ne chiffre pas. On a aussi des coûts très concrets. Donc ces maladies chroniques qui sont classées en ALD sont payées à 100% par l'assurance maladie. Et on sait que les augmentations représentent à peu près 4 milliards d'euros par an, c'est-à-dire la moitié du budget de la PAC pratiquement. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il faut absolument imaginer autre chose. Alors, pour en venir à l'agroécologie, donc voilà le contexte dans lequel elle se situe. Donc, Le Foll avait lancé cette idée-là en 2014, donc déjà il y a 6 ans. Dans la loi d'avenir, il a donné une définition très précise qui est de concourir à l'autonomie des exploitations agricoles et à réduire l'utilisation des intrants, que ce soit l'énergie, l'eau d'irrigation, les engrais, les produits phytosanitaires, et puis notamment les antibiotiques, qui sont aussi un vrai challenge. Voilà, et que cette agroécologie est basée sur les interactions biologiques et l'utilisation des services écosystémiques, on y reviendra après, et que l'agroécologie doit contribuer à l'atténuation et à l'adaptation au changement climatique. Donc, je dirais la feuille de route est assez claire et assez lisible, même si, bien entendu, on retrouve toujours ce mot qu'il faut aussi contribuer à améliorer la compétitivité et la rentabilité économique. Donc, des fois, entendu, on se demande comment tout ça des fois est faisable. Mais cette définition, c'est pas non plus Stéphane Le Foll qui a inventé l'agroécologie. L'agroécologie, elle a été définie notamment par Miguel Altieri et Stéphane Liesmann fin des années 90. Il y a notamment un livre d'Altieri qui a été traduit en français. Donc, ils en ont donné une définition beaucoup plus basée sur des principes que des curseurs précis. Et donc, on a traduit ces principes-là, nous, dans notre plateforme, là, Oser l'agroécologie, en 7 principes que je vais détailler rapidement, et donc qui sont aussi assez cohérents avec la définition qu'on trouve dans notre loi, même si, quelque part, ils poussent un petit peu plus loin la chose. Donc, c'est vrai que l'agroécologie, elle est à la fois basée sur l'utilisation des services écologiques, c'est-à-dire à la fois finalement tout ce qui concourt aussi au rendement, à la production agricole, c'est-à-dire la pollinisation, notamment par les insectes pour les plantes qui sont pollinisées par les insectes, tout ce qui est le contrôle biologique contre les ravageurs ou les mauvaises herbes, et notamment pour éviter l'usage des produits phytosanitaires, tout ce qui peut concourir au stockage de carbone ou à la régulation climatique. Donc c'est vraiment mettre en avant finalement le service fourni par la nature, mais on peut mettre aussi là-dedans les légumineuses qui peuvent fixer l'azote de l'air. Après, il y a un autre point important, souvent dont on parle peu, c'est quand même l'enjeu sur
les semences et les races animales, et donc la conservation de la diversité génétique, dont on sait clairement que les grandes firmes sont en train de se l'accaparer totalement. Et donc, il y a un véritable enjeu à disposer presque de ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, de semences adaptées aux systèmes à bas niveau d'intrants qui sont promus par l'agroécologie. Il y a aussi le fait d'avoir des races qui permettraient d'être adaptées aussi au système. Donc il y a un gros enjeu sur cette diversité génétique qui est souvent très peu abordée et dont on est en train de laisser la main aux grandes multinationales que vous connaissez. Après, il y a un autre point qui est de bien gérer les nutriments. Donc là-dedans, on parle souvent de l'azote ou du phosphore ou du potassium, mais limitons-nous à l'azote. Donc si on a une directive nitrate, c'est bien qu'une grosse partie de l'azote finit dans les nappes et les rivières, ce qui coûte très cher à la fois à l'agriculteur, parce que l'azote coûte cher, et à la fois très cher pour le consommateur, parce qu'il faut dépolluer. En fait, on a des outils pour limiter ces pertes d'azote avec la mise en place de couverts végétaux, de légumineuses, de recyclage de l'azote via les arbres, par exemple. Donc, il y a un enjeu aussi dans l'agroécologie d'être capable de bien gérer ces flux d'éléments minéraux. Donc, au final, ces pratiques doivent contribuer à minimiser l'usage des ressources sensibles, donc les engrais chimiques, les pesticides, les carburants d'irrigation. Donc, on peut mesurer via ces indicateurs le niveau d'engagement dans l'agroécologie. Et puis, parallèlement, ça veut dire que ça doit contribuer aussi à protéger les ressources naturelles, notamment la qualité des masses d'eau, le maintien de la biodiversité et le maintien de la fertilité des sols. Voilà, donc ça, c'est un petit peu la conséquence, pareil, qu'on devrait être en mesure d'évaluer. Comme je dis tout à l'heure, on y reviendra encore un petit peu après, l'agroécologie n'a de sens aussi que si elle colle au système alimentaire, c'est-à-dire que l'agriculture, elle répond à une demande alimentaire et pas l'inverse. Et donc, pour moi, l'agroécologie doit aussi se caler à la demande alimentaire locale, ce qui veut dire à la fois travailler sur la qualité des produits, notamment avoir des produits non contaminés par les pesticides, mais aussi avoir des produits frais. Et donc, comme l'a dit Julien Fausse, un gros enjeu sur la relocalisation, la production de fruits et légumes. Et comme on doit aussi augmenter leur consommation, il y a un gros marché pour ces productions-là qui devraient être relocalisées au plus près des consommateurs. Et au final, l'enjeu, le septième principe, est la résilience. Alors, Le Foll parlait d'autonomie dans la loi. Donc l'autonomie fait partie de la résilience, mais je pense que la résilience, elle est plus globale. Elle est que comment les systèmes sont aux gros à-coups avec le changement climatique, mais que peut être le Covid, on vient de le voir, ou d'autres aléas économiques. Voilà. Et donc, on peut penser que la mise en place de tous ces principes, les 6 principes précédents, devrait contribuer à la résilience de l'agriculture. Voilà. Et on voit par exemple que les fleuristes aujourd'hui, qui sont très spécialisés avec des fleurs sous serre, en fait, là-bas par le Covid. Donc, on a vu qu'un certain nombre de systèmes peuvent être menacés par des crises comme on le vit actuellement, même si globalement, finalement, notre système alimentaire en France a été assez résilient puisque personne n'a manqué à manger. Cette diapo aussi pour montrer l'enjeu de la biodiversité qui doit être au cœur de cette agroécologie. Ça, c'est des chercheurs qui ont essayé de relier entre elles toutes les espèces dans les parcelles agricoles, finalement les chaînes alimentaires. Donc c'est un gros travail. Et en fait, ce qu'on voit dans ce schéma, c'est que l'importance du vert foncé, qui sont les plantes adventices. Voilà, le petit bout de vert clair, c'est la culture. Et qu'en fait, l'essentiel des espèces animales présentes dans les cultures sont liées à la présence d'adventices. Sauf que la présence d'adventices, en fait, est totalement mise à bas par les herbicides et une fertilisation azotée importante, et que donc ces chaînes alimentaires se sont effondrées, ce qui explique tout ce qu'on observe aujourd'hui
notamment sur l'effondrement des oiseaux ou des papillons. Donc il y a une réconciliation. L'agroécologie, ça veut dire laisser aussi de la biodiversité à la fois autour des parcelles, comme les haies, les bandes enherbées, les bandes fleuries, mais aussi dans les parcelles, en ne détruisant pas toutes les plantes dont certaines, il est vrai, peuvent être concurrentes de la culture, mais d'autres où ont finalement peu d'effets et peut-être plus d'effets bénéfiques. Après, un petit mot aussi sur les deux approches que sont la biodiversité fonctionnelle et naturelle. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, on a finalement tous les programmes qui ont été cités, comme les mesures agro-environnementales, tous les enjeux sur Natura 2000, sur les plans nationaux d'action sur la biodiversité. Donc des moyens importants qui sont mis en œuvre pour sauvegarder, disons, les espèces phares. Donc j'ai cité ici les plantes messicoles, les papillons, certains oiseaux, les mammifères comme le loup, qui font l'objet de plans d'action soutenus par l'État, où là on vise la conservation des espèces avec une approche naturaliste. Si on regarde l'approche agroécologique, on est plus à utiliser la biodiversité fonctionnelle, donc de voir comment cette biodiversité peut contribuer à la rendement des cultures, et on est plus là sur la conservation des ressources. Et au centre, on a l'importance des infrastructures agroécologiques, des pratiques agricoles, de la gestion des prairies finales, que ce soit pour la biodiversité fonctionnelle, la biodiversité naturelle, on a les mêmes enjeux sur les pratiques agroécologiques. Voilà. Donc l'idée, c'est qu'en fait, de concilier ces deux approches qui finalement, même si elles ne visent pas tout à fait la même chose au départ, passent par les mêmes pratiques agricoles. Alors, un petit mot encore sur la transition alimentaire. Alors d'abord, ce qu'il faut voir, c'est qu'on dispose en France d'une feuille de route extrêmement précise qui est censée accompagner l'agroécologie. Bon, le principal enjeu, c'est la réduction des gaz à effet de serre, donc le fameux facteur 4, qui est de réduire de 75% les émissions territoriales de 1986 d'ici 2050 et de 50% pour l'agriculture. Donc ça veut dire que l'agroécologie doit, comme ça a été dit, doit contribuer à cette réduction des émissions de gaz à effet de serre. Voilà. Et aussi, un autre objectif ambitieux, c'est que si on réduit que de 75%, il en reste 25%, qui sera essentiellement du protoxyde d'azote et du méthane, et qu'il faut neutraliser ces émissions de gaz à effet de serre restantes, ce qu'on appelle la neutralité carbone ou zéro émission nette, d'ici 2050. Donc ces deux points sont quand même un challenge énorme dont la plupart du temps, là, on va dire, les gens ne voient pas comment dire, la difficulté à atteindre ça. Puisque par exemple le Covid, avec tous les déplacements, en fait, on va avoir une petite réduction des gaz à effet de serre, mais qui est qu'une petite marche par rapport à l'escalier qu'on doit gravir pour atteindre cette réduction. Donc l'usage des produits phyto, je vous en ai parlé, je ne vais pas revenir là-dessus. Bon, la bio aussi qui fait partie des objectifs, alors même si elle croît fortement en France, on est actuellement à 8,5%. Donc dire qu'on va doubler d'ici 2022, ce n'est pas encore gagné, surtout que l'État a supprimé l'aide au maintien de la bio. L'enjeu sur la biodiversité, là, on sait clairement que ça ne sera pas atteint. Voilà, les masses d'eau aussi. Voilà, et là où je voulais en venir un petit peu, c'est le plan national nutrition santé 4, dont pas grand monde entend parler. On entend beaucoup plus parler de la PAC que du PNNS 4. Mais pour moi, le PNNS 4 me paraît beaucoup plus important que la PAC, puisqu'en fait, il est censé gouverner la politique agricole. C'est-à-dire que un plan national nutrition santé qui définit finalement ce qu'on doit manger pour être en bonne santé devrait chapeauter l'agriculture. Ce qui reste encore à faire dans l'intégration des politiques publiques, c'est finalement s'assurer que ce PNNS 4 est bien raccord avec les objectifs de l'accord de Paris, donc pour rester en dessous d'une augmentation de 1,5 degré, mise en œuvre au niveau national par la stratégie nationale bas carbone. Voilà. Alors, je vais peut-être passer là-dessus. Vous pourrez aller taper sur Internet PNNS 4 et vous aurez un petit peu les objectifs de ce plan qui donne quand même une feuille de route extrêmement intéressante. Par exemple, pour l'industrie agroalimentaire, c'est qu'on doit interrompre la production
ne plus faire croître la part des produits ultra transformés, même les réduire. Voilà. Vous avez par exemple le point 4 qui est que 100% de la population doit consommer au moins 20% de leurs produits végétaux en bio. Bon, ça, c'est quelque chose dont personne ne parle. Donc, ça veut dire qu'il va falloir accélérer la transition vers l'agriculture biologique. Voilà, la promotion Nutri-Score. Bon, ce que tout le monde connaît, c'est les 50% de produits bio et durables dans la restauration collective. Voilà. Alors, sur les repères alimentaires, c'est ça qui est important aussi pour l'agroécologie, parce que l'agroécologie doit répondre à cette demande. Donc, ça va bien être de développer la production de fruits et légumes, puisqu'en fait, cet objectif-là de 5 portions de fruits et légumes par jour est très loin d'être atteint dans la population française. Aussi, le développement des légumineuses, ça c'est quelque chose qui a fait son apparition au moins 2 fois par semaine. Donc ça veut dire qu'on est aussi dans une stratégie de développement de ces cultures-là à grande échelle en France. Après, ce qui a changé aussi, c'est le fait de passer de 3 produits laitiers par jour à 2 produits laitiers par jour. Donc on est vraiment dans une baisse de la consommation de produits laitiers, sachant que la France est déjà un très gros exportateur. Voilà. Et surtout, là où il y a eu un gros virage qui a été pris, c'est qu'il est recommandé donc, de consommer moins de viande et de charcuterie. Donc là, il y a deux limites maximum. Alors vous me direz, 500 grammes de viande rouge, c'est beaucoup, mais en fait, ce qu'on constate, c'est que plus de 20% de la population française consomme plus de 500 grammes par semaine. Concernant la charcuterie, la part de la population qui en consomme plus de 150 grammes par semaine est beaucoup plus importante. C'est une révolution parce qu'avant, dans l'ancien PNNS du 1, le PNS 1, 2 et 3, il n'y avait qu'une seule, ça a été toujours les mêmes recommandations, c'était de consommer 1 à 2 produits animaux par jour. Donc aujourd'hui, il n'y a plus du tout de recommandation de consommer de la viande, il y a une valeur limite et c'est tout. Et puis surtout, ce qui est clairement écrit, c'est qu'il faut privilégier la consommation d'aliments non contaminés par les pesticides. Donc ça veut dire bio, mais pas que. Et puis même les produits bio sont contaminés par les pesticides du fait des épandages des voisins. Donc il y a vraiment un challenge derrière ça à réduire drastiquement, voire à éliminer totalement d'ici 2050 l'usage des pesticides. Voilà. Bon, je ne reviens pas sur le PNNS, ce n'est pas quelque chose qui est sorti du chapeau. Hein. Ça a été élaboré pendant plusieurs années sur la base des rapports d'une décision du Haut Conseil à la santé publique et maintenant qui est dans les mains de Santé publique France. Voilà. Un mot aussi en regardant ce petit graphique, c'est pour dire que les consommateurs bio, donc ce graphique vous montre les différences de consommation entre des consommateurs biologiques et des consommateurs conventionnels. Donc quand les bâtonnets sont au-dessus de la baseline, c'est que les consommateurs bio en consomment plus, et quand c'est en dessous, c'est qu'ils en consomment moins. Donc ce qu'on voit très clairement, c'est qu'ils consomment 3 à 4 fois plus de légumes secs, 40% de plus de fruits et légumes, et puis globalement entre moins 30 et moins 50% de produits laitiers et de viande, quoi. Donc en fait, ce qu'on s'aperçoit, c'est que les consommateurs bio actuels, là sur une cohorte assez importante, finalement sont en total accord avec les recommandations nutritionnelles. Donc pour nous, ces consommateurs, finalement, préfigurent un petit peu les consommateurs du futur et montrent aussi qu'en fait, cette transition alimentaire qui doit précéder la transition agricole est tout à fait réaliste et possible. Voilà. Et ce qu'on a pu montrer à Sur l'Agro, qui a été publié dans des grandes revues scientifiques avec travaux qu'on a menés avec l'INSERM, c'est que non seulement ces régimes alimentaient la santé des personnes, hein, avec un risque de cancer qui est diminué de 25% pour les gros consommateurs bio et récemment sorti dans la semaine dernière, un risque de diabète de type 2 réduit de 35%, surtout chez les femmes. Ce qu'on a montré, nous, c'était que malgré la baisse de rendement qu'on observe sur la plupart des cultures cultivées à bas niveau d'intrants comme la bio, finalement, l'empreinte surface, c'est-à-dire la surface nécessaire pour produire son alimentation, baisse de 23%. Donc, vous notez sur ce graphique qu'on est arrivé à peu près à estimer qu'il faut 4500 mètres carrés pour nourrir un adulte français conventionnel.
voilà, donc à peu près un peu moins d'un demi-hectare, et que là-dedans, 90% de cette surface est utilisée par les animaux, les productions animales, donc lait et viande. Voilà. Et on obtient aussi une réduction de 37% des gestes. Donc tout ça pour dire que pour atteindre l'accord de Paris de réduction de 50% des gaz à effet de serre au niveau agricole, c'est pas seulement en changeant les pratiques, c'est en changeant l'alimentation et en réduisant assez fortement les productions animales, notamment tout ce qui touche la production bovine de viande et de lait. Voilà. Ça, donc c'est un autre travail mené sur une cohorte anglaise qui montre forcément une baisse des émissions de gaz à effet de serre entre les végétariens, on va dire, et les gros consommateurs de viande. On a presque un facteur de 2,5. Mais ce qui est important à noter sur ce graphique, où là on est les émissions de gaz à effet de serre au périmètre de ce qu'on appelle du distributeur, donc il reste encore à aller acheter votre alimentation et à la cuisiner, c'est que la barre noire de 1,9 tonnes donc est dépassée dans notre estimation pour un consommateur moyen français, puisqu'on estime qu'au périmètre du distributeur, la production alimentaire émet 2,5 tonnes de CO2. Il faut savoir qu'en 2050, pour atteindre les objectifs de l'accord de Paris, il ne faudra pas émettre plus de 1,9 tonnes de CO2, équivalent CO2 par an, quoi. Ça veut dire qu'aujourd'hui, notre simple alimentation est déjà supérieure au quota. Donc la simple alimentation, c'est-à-dire la production au niveau de la ferme jusqu'au distributeur, dépasse déjà notre quota. Sachant qu'il faut aussi se déplacer, se nourrir, se chauffer, se vêtir, etc. Donc vous voyez un petit peu le challenge, et que donc la transition alimentaire est indispensable pour atteindre l'accord de Paris. Et donc le message qu'il faut retenir, c'est qu'il faut aller vers une alimentation plus végétale et plus bio. Voilà. Donc au final, avant encore de rentrer dans les principes, c'est qu'en fait une agriculture bas carbone 1,5, on va dire 1,5 degré est possible, avec, je dirais, 3 principes qui est de mobiliser des pratiques et des techniques déjà éprouvées. On va y venir. Donc, c'est-à-dire qu'on peut le faire sans rupture technologique, sans manger d'insectes, sans imaginer que demain les céréales seront capables de fixer l'azote de l'air, en multiples et en maintenant une approche holistique. Et donc, comme j'ai dit, ça repose sur 2 piliers, agir sur le régime alimentaire et agir sur les pratiques agricoles. Alors, nous, on a travaillé, mais je ne vais pas rentrer là-dedans aujourd'hui, donc sur un scénario, parce qu'on se demandait si tout ça était possible, quoi. Est-ce qu'on pouvait finalement assurer cette transition écologique ou agroécologique, nourrir la population française avec des aliments de qualité d'ici 2050? La réponse est oui. Voilà, et c'est très bien décrit dans ce scénario que vous pouvez télécharger. Après, donc, comme je l'ai dit, là, j'ai détaillé changer notre assiette, parce que pour moi, faire de l'agroécologie, si parallèlement on ne travaille pas sur l'alimentation, ça n'a finalement pas beaucoup d'intérêt. Et donc, il faut donc aller vers cette assiette plus végétale qui va nous conduire à consommer en gros plus de 20% de fruits et légumes, plus de 500% de légumineuses, et réduire la consommation, par exemple, de viande bovine et de produits laitiers. Parallèlement, ça veut dire un grand déploiement de l'agriculture biologique, qui pourrait atteindre un minimum 45% en 2050, mais pourquoi pas 100%, avec une extension importante des fruits et légumes. On a estimé qu'avec la relocalisation et avec une demande plus importante, il y aurait 450 000 hectares de fruits et légumes à redéployer en France et 2 millions d'hectares de protéagineux. En termes d'emploi, 450 000 hectares de fruits et légumes, dont une grande partie en bio, c'est des centaines de milliers d'emplois qui peuvent être créés, quoi. Aujourd'hui, un maraîcher bio en circuit court peut vivre sur 1 hectare. Donc, ça vous donne un peu l'idée des emplois qui pourraient être créés, notamment dans les zones périurbaines. Alors, sur les pratiques, et puis après, je serai au bout de ma présentation. Donc, je vous ai donné un petit peu le contexte, les objectifs, comment on peut mesurer aussi l'agroécologie. En fait, derrière, il y a un certain nombre de pratiques qui sont déjà à la fois certaines plus novatrices, certaines appliquées depuis longtemps,
Donc c'est tout ce qui concerne les cultures associées, la lutte biologique, l'agroforesterie, pour les élevages, le pâturage tournant dynamique, l'autonomie protéique, la réduction du travail du sol, les couverts végétaux, l'allongement des rotations avec des légumineuses, etc. Donc je ne vais pas toutes les développer. On l'a fait notamment sur notre plateforme Osae, Oser l'agroécologie, où vous avez beaucoup de présentations d'agriculteurs qui ont mis en place ces pratiques-là, ainsi que des fiches techniques. Je vais en développer quelques-unes. Une qui me tient beaucoup à cœur parce que elle est tellement bien faite qu'on a tendance à jamais en parler et à totalement l'oublier, c'est les prés-vergers. Il y avait en France, en gros dans les années 50, à peu près 1 million d'hectares de surface ou labourée ou en prairie qui étaient complantés notamment d'arbres fruitiers. Ça veut dire que l'essentiel de nos fruits, qui soient consommés en fruits ou en transformés comme en cidre, jus de pomme ou même alcool, venaient de ces vergers qui avaient l'avantage d'être extensifs, non traités, et qui étaient menés avec du pâturage. Et en fait, la révolution des années 60, quand les gens ils ont vu un truc comme ça, la recherche, notamment l'INRA, a dit, mais si vous voulez faire de la viande ou du lait, vous faites des prairies temporaires, vous vous spécialisez sur la viande et le lait. Si vous voulez faire des fruits, bah, vous faites des vergers bastiges à fruits, quoi. Donc en fait, on a séparé les productions. Ces systèmes-là finalement ont régressé fortement, même s'il en existe encore, tant pour la biodiversité, pour l'environnement, qu'en termes de production. Parce qu'en fait, ces systèmes-là, ils sont plus productifs que les deux systèmes pris séparément, qu'on appelle les rendements équivalents. C'est-à-dire que si vous combinez deux productions sur la même parcelle, vous apercevez que ça produit plus que de faire les pommes d'un côté et, par exemple, dans ce cas présent, la viande de mouton de l'autre. Puisque là, pratiquement, la pousse d'herbe est en fait perd un petit peu de rendement, mais pas beaucoup. Voilà. Alors, je vous donnerai l'exemple sur les cultures associées pois-févrole tout à l'heure. Voilà. Donc voilà, typiquement, l'agroécologie, une image de l'agroécologie, c'est de réintroduire l'arbre dans les cultures avec finalement des rendements qui pourraient être supérieurs aux rendements existants. Un exemple aussi sur l'importance de la pollinisation et donc de conserver dans l'espace agricole des bandes fleuries, des haies, pour s'assurer que les insectes pollinisateurs sont toujours présents. Et donc là, vous avez les travaux de Vincent Bretagnol et toute son équipe et les équipes de l'INRA qui sont associées, qui produisent énormément de résultats, montrent que si on enlève, que ça soit pour le colza ou le tournesol, la possibilité aux insectes pollinisateurs d'accéder à la plante, c'est-à-dire mettre des filets, donc en verre des filets à maille, à petite maille ou à grosse maille, en fait, pour le tournesol sud de 50% et pour le colza de 70%. C'est-à-dire que si on va vers un effondrement des populations d'insectes, d'abeilles sauvages ou domestiques, on va voir chuter nos rendements. Et c'est peut-être déjà ce qu'on peut observer en France, qui peut expliquer notamment une partie déjà de la stagnation ou la baisse de certains rendements. Voilà. Après, un autre exemple, c'est donc les cultures associées. Donc, je parlais juste avant de arbres et prairies. Là, vous avez le cas des cultures associées blé dur pois qui ont été testées notamment à l'INRA de Toulouse. Voilà. Donc, si on regarde les bâtonnets de gauche, on voit très clairement que finalement, le rendement du pois est supérieur à un rendement pois blé dur, puisqu'il y a aussi du blé dur, et que le rendement blé dur est supérieur au blé dur qui est associé. Mais si vous regardez les deux ensemble, on s'aperçoit qu'on a un rendement supérieur, quoi. Et donc, la culture associée est extrêmement intéressante quand on est à bas niveau d'intrants, c'est-à-dire avec très peu d'utilisation d'azote, alors que si vous mettez 180 unités d'azote, en fait, l'association ne fonctionne plus. Donc, on a là, on voit très bien qu'en agroécologie, les pratiques, on a un système vertueux, mais qui fonctionne dans un autre paradigme, c'est-à-dire que cette pratique d'association de cultures n'est performante que dans les bas niveaux d'intrants, donc dans l'agroécologie, et que finalement, avec ces pratiques nouvelles, qui ne fonctionnent pas dans une agriculture intensive,
elles vont fonctionner en agriculture bas niveau d'intrants et concourir à des rendements supérieurs. Bon, vous aurez accès aussi au diaporama, donc ceux qui veulent revenir sur ces petits calculs pourront. Voilà. Et en fait, qu'est-ce qui explique, quels sont les mécanismes? Parce que c'est ça qui est intéressant dans l'agroécologie, c'est finalement comprendre les mécanismes qui sont en jeu, qui expliquent que l'agroécologie peut concourir à une plus grande productivité des agrosystèmes et une plus grande durabilité. Ben là, par exemple, dans les cultures associées, en fait, ce qu'on s'aperçoit, c'est que le puceron du pois attaque moins le pois parce que dans une culture avec des céréales, il est moins attiré et donc il est moins présent. On a aussi une végétation plus dense qui contrôle mieux les adventices. On a ce qu'on appelle un principe de facilitation qui permet un meilleur accès au phosphore, donc entre les deux cultures, une de la lumière, une meilleure utilisation des ressources minérales. La céréale sert de tuteur à la légumineuse, voilà, donc elle permet aussi de faciliter sa croissance, des phénomènes aussi de complémentarité et d'allélopathie, et qu'au final, qu'on décrit en détail ces mécanismes, on voit qu'en termes de résultats, on peut avoir donc une meilleure qualité des grains, donc c'est pas seulement le rendement, c'est aussi par exemple le taux de protéines. On a un meilleur rendement global à bas niveau d'intrants, une meilleure stabilisation du rendement et une réduction des risques de lessivage. Voilà. Donc, je pense que tout le travail de l'agroécologie à venir va être aussi au niveau de la recherche, de travailler sur la compréhension de tous ces phénomènes qui supportent l'agroécologie et donc les résultats obtenus. Voilà. Ici, donc, l'exemple des bandes fleuries qui explique clairement comment on peut contrôler notamment là, les pucerons présents dans la pomme de terre, voilà, où on a pu mesurer donc une croissance des insectes auxiliaires, et notamment des prédateurs qui viennent consommer les pucerons dans les cultures. Voilà. Donc ça, c'est des travaux, pareil, qu'il faut continuer, mais qui finalement ne fonctionnent pas dans des systèmes intensifs, puisque si vous utilisez des insecticides sur les cultures, vous annihilez ces principes de mécanismes de biodiversité fonctionnelle, quoi. Donc c'est vrai que l'agroécologie, à la fois, elle vise à réduire les intrants, mais elle n'a de réalité que dans cette agriculture à bas niveau d'intrants. Voilà. Et puis après, donc, bien entendu, aussi tout le rôle des carabes pour la consommation, par exemple ici, d'œufs de limaces ou de larves, mais aussi on s'est aperçu que les carabes, ça c'est les travaux de l'INRA de Dijon, consommaient énormément aussi de graines adventices et donc permettaient de contrôler aussi ces adventices pour en avoir suffisamment, mais pas trop. Voilà. Puis après, bien entendu, toutes les techniques de réduction de travail du sol avec des semis sous couvert, des cultures intermédiaires, etc. Voilà. Donc là, vous avez un exemple, par exemple, de culture de févrole dans du chasselas, donc du raisin de table. Voilà. Autre pratique qui se développe fortement, c'est finalement la réintroduction de l'élevage dans des systèmes ciblés sur la production végétale, donc que ce soit dans des systèmes céréaliers ou là, dans des systèmes de viticulture bio. Là, c'est dans le massif de la Clappe. Voilà. Ça, c'est des systèmes qu'on peut voir à l'étranger, notamment en Espagne, le système de DSAS, pareil, d'association de chênes verts ou de chênes lièges avec des prairies ou des cultures. Donc souvent, en fait, on est sous des prairies avec du pâturage, mais certaines années, on peut mettre en culture. Voilà. Et puis chez nous, le bocage, qui à la fois va concourir à un meilleur confort des animaux, produire du bois énergie, et puis éviter tous les phénomènes d'érosion et de lessivage. Bon, je vais passer. Alors, un petit mot aussi. Donc, au final, qu'est-ce que ça donnerait sur la production laitière? L'agroécologie, finalement, quel impact ça aurait sur la production laitière, en ayant aussi en tête le changement de régime alimentaire? Ben, l'idée, ça serait de développer des vaches qui consomment avant tout de l'herbe, donc avoir des systèmes notamment toute herbe en vert foncé ou avec un peu de concentré, mais beaucoup de pâturage. Voilà, donc ça veut dire au final des systèmes plus à l'herbe, des systèmes plus pâturants, des systèmes de races mixtes, puisqu'il va falloir baisser
la consommation de viande bovine et que quand on fait du lait, on fait de la viande. Donc, il faut absolument privilégier les races mixtes. Réduire les concentrés, ça veut dire notamment le soja importé, voire ne plus importer de soja à terme, et réduire l'usage de concentrés par litre de lait. Voilà. Autre usage aussi, l'attraction animale. Là, vous avez un grand domaine viticole de Bourgogne qui a totalement viré les tracteurs et actuellement dispose de 5 chevals de trait pour cultiver les 14 hectares viticoles du domaine. Voilà. Alors, pour conclure, derrière tout ça, vous avez vu qu'il y avait un petit principe qui était relocaliser la production agricole. Donc, ça veut dire voir comment aussi travailler beaucoup plus avec les collectivités locales. Donc, il y a un enjeu majeur qui est de bien protéger les espaces agricoles et favoriser l'installation, puisque dans l'état des lieux, je ne l'ai pas trop dit, mais on perd quand même à peu près 80 000 hectares de terres agricoles par an en France, et que demain, on va avoir une grande partie de la population agricole qui va partir à la retraite. Et donc, il y a un énorme challenge qui va être d'installer beaucoup d'agriculteurs. Et donc, l'agroécologie, ça veut dire aussi protéger nos espaces agricoles et avoir des agriculteurs. Voilà, donc accompagner les pratiques agricoles, donc soutenir les équipements structurants. Donc c'est vrai que cette transition agroécologique, et notamment qu'on peut voir au travers des plans alimentaires territorialisés, ça veut dire aussi qu'il faut se soucier pas seulement des pratiques agricoles, mais aussi d'avoir les équipements structurants pour transformer ces produits, quoi. Donc notamment les abattoirs, les moulins, les huileries, etc. Et puis toute la logistique qui va derrière. Bon, je vais passer un petit peu là-dessus. Je vais passer là-dessus aussi parce que le temps passe. Alors, je voulais aussi vous montrer pour faire le pendant un petit peu concret de ce qu'a présenté Julien Fausse ce matin. Donc, vous avez compris, dans la nouvelle PAC, il y aura ce qu'on appelle les éco-schemes qui pourraient un petit peu ce qu'on est en train de tester sur les paiements pour services environnementaux en France. Donc, vous savez que dans le plan biodiversité, il a été consacré 150 millions d'euros normalement à dépenser en 2019, 2020 et 2021 pour mettre en place, pour tester les paiements pour services environnementaux. Voilà. Donc actuellement, c'est le branle-bas de combat un petit peu dans les différentes agences de l'eau. Pour certaines qui ont pris du retard, sauf l'agence de l'eau à Dour-Garonne, qui a mis en œuvre le dispositif dès 2019 dans le cadre des Minimi. Donc vous avez en bleu les territoires qui ont été testés dès 2019 et en orange qui ont été testés cette année, quoi. Donc des territoires un peu cibles dans lesquels on a expérimenté ce concept de paiement pour services environnementaux. Donc Solagro a accompagné l'agence de l'eau à Dour-Garonne pour la mise en place de ce dispositif. Voilà, qui est basé donc sur un système à points avec 3 indicateurs que vous avez là. Voilà, donc la note est sur 30. Il faut 16 points pour entrer dans le dispositif et le point vaut 5 euros. Voilà. Ce qui a été dit tout à l'heure par rapport aux contraintes administratives, on a pu montrer sur ce dispositif qu'en fait, on a réussi à mettre à la fois, grâce à un outil en ligne, avoir une procédure extrêmement rapide. Et contrairement au MAE, les agriculteurs ont été payés 3 mois après. Donc, pour ceux de 2019, ils ont été payés début mars. Donc, ils n'en revenaient pas. Voilà. Je vais passer là-dessus. Donc, le bilan, en 2019, on a pu signer, vous me direz, c'est pas beaucoup, 382 PSE pour 2,4 millions d'euros, c'est-à-dire à peu près 6 000 euros par ferme. Ce qu'il faut voir, c'est qu'en 2020, là, on est en train de terminer la contractualisation. On devrait atteindre 1000 PSE pour 6,5 millions d'euros, quoi. Donc, on a été en capacité de rémunérer 1000 agriculteurs sur la base d'un audit par rapport à leur engagement environnemental. Et plus cet engagement est élevé, plus leur aide a été importante. Bon, avec un plafonnement quand même qui a été mis en œuvre de 60 hectares hors GAEC. Voilà. Après, un petit dernier mot sur les challenges. Donc, comme ça a été dit, on va vers une économie décarbonée. Ça veut dire qu'en 2050,
on ne consommera plus d'énergie fossile. On espère aussi, nous, à Solagro, qu'on n'aura plus de centrales nucléaires. Et donc, on va avoir une véritable transition aussi énergétique à effectuer à côté de la transition agroécologique. Et donc, il va falloir aussi imaginer que l'agriculture, comme la forêt, devra produire une partie de nos biens et notre énergie qui ne pourra pas plus être assumée par les ressources fossiles, quoi. Et donc, par exemple, il va falloir réfléchir un petit peu à cette combinaison, ce que vous voulez montrer, cette photo de combinaison entre production d'électrique photovoltaïque au sol et pâturage. Voilà, on aura d'autres sujets aussi sur la production d'énergie, par exemple des plaquettes par le bocage. Enfin voilà, il y a un nouveau chantier aussi qui est que l'agriculture va aussi devoir produire pas seulement des biens alimentaires, mais d'autres biens dans le cadre d'une économie décarbonée. Merci, Monsieur Pointreau. Votre intervention, elle pose la question des transitions et des transitions globales et des transitions différentes qui sont à mener, mais à mener en même temps. Donc, vous avez beaucoup fait le lien entre la transition agroécologique, des pratiques agricoles, et celle des transitions alimentaires, des modèles alimentaires. Donc, il y a un modèle alimentaire avec le scénario After 2050 qui a été produit par Solagro. Par contre, est-ce qu'il y a un modèle économique pour les filières et notamment pour les acteurs des filières? On voit bien que diminuer les intrants et diminuer aussi les importations de produits, par exemple pour l'alimentation animale, diminuer les exports aussi, être davantage dans de la consommation locale, ça met à mal le modèle économique des coopératives, des négoces. Ça a été montré dans une thèse de Martin Leschnet, par exemple, sur les modèles éco-phyto. Et ces structures-là ont du mal à s'engager dans la transition agroécologique et ce changement de modèle n'y est peut-être pas étranger. Donc, comment faire ces transitions? Comment accompagner ces transitions? Quels outils de politique publique qui sont souvent plus axés sur les investissements que sur le fonctionnement ou l'accompagnement? Quelles relations entre acteurs, entre politiques publiques, qui parfois peuvent être un petit peu divergentes ou antagonistes? Donc, beaucoup de questions autour de ça. Alors c'est vrai que finalement, qui va porter cette transition? Donc le matin, Julien Fauss a parlé de la PAC. Donc c'est vrai que ça pourrait être un super levier si on arrive à avoir ces évolutions. On verra dans 2 ans le résultat. Les lobbies vont s'exercer. Donc jusqu'à maintenant, on n'a pas obtenu grand-chose. On peut espérer quand même. Après, comme j'ai dit, il y a les collectivités locales qui ont dans leurs mains énormément de leviers, hein, notamment la restauration collective, la protection du foncier agricole, elles peuvent favoriser les circuits courts, etc. Donc, c'est un levier majeur. Après, on a les consommateurs qui sont aujourd'hui, finalement, ceux qui peuvent accélérer la transition. Et si aujourd'hui, on voit que la demande en produits biologiques explose, je pense que vous avez au moins une publicité sur 2 à la télé et dans les journaux qui est consacrée à la bio en termes alimentaires. Donc ça veut dire que c'est le seul marché en croissance et il est bien dû aux consommateurs. Voilà. Donc ceux-là, ils poussent toute la chaîne. Et après, donc, votre question portait sur les filières et les entreprises agroalimentaires. Donc celles-là, elles sont obligées d'évoluer. Ne serait-ce que sur la bio ou sur le fait qu'on a une demande notamment aussi croissante en produits beaucoup plus végétaux. Donc il y a, je dirais, les entreprises qui sont en train d'évoluer, notamment les entreprises historiques sur la bio comme Bjork, Léa Nature, Biocoop, Tribala, etc., qui essayent de répondre à cette nouvelle demande. Vous en avez de celles comme Danone, dont le PDG a dit aussi qu'il allait arrêter d'importer du soja du Brésil. Et puis, je pense que vous avez des entreprises comme Lactalis qui ne sont pas du tout prêts à faire cette transition, quoi. Si on regarde, donc c'est vrai que la transition, il y aura quand même un certain nombre de gagnants et de perdants. Comme je dis tout à l'heure, si on réduit de 50% l'usage des produits phytosanitaires, c'est une économie pour l'exploitant agricole. Pour Bayer, c'est une perte de chiffre d'affaires de 50%. Donc, clairement, il va y avoir des basculements et il ne faut pas les ignorer. Aujourd'hui, ce qu'on voit quand même dans la production laitière, qui est un exemple parmi d'autres, c'est qu'aujourd'hui, ceux qui s'en sortent le mieux en lait, je vous conseille d'aller voir sur France Culture les 3 reportages qui ont été faits sur la Terre au carré, sur Lactalis, notamment
sur une petite île bretonne où il y a 8 producteurs laitiers. Donc il y en a 7 qui livrent à Lactalis et qui nécessitent un camion pour transporter le lait de l'île au continent et qui coûte 75 000 € à la commune. Et puis un huitième qui a décidé de transformer son lait avec une productrice de fromage. Et celui-là s'en sort très bien. Les autres disent clairement qu'ils vivotent avec 1 000 € par mois. Et donc, on a les systèmes, certains systèmes industriels ne rémunèrent plus du tout les agriculteurs comme il faudrait, sachant que ceux-là travaillent énormément en heures de travail. Donc, ce n'est pas du tout des systèmes satisfaisants. Donc, il faut les faire transiter vers le système et donc peut-être recréer des nouvelles coopératives par rapport aux grosses qui existent déjà, ou que les grosses s'adaptent à cette nouvelle demande. Voilà, donc il y a une transition qui ne sera pas facile, mais que sous la poussée des consommateurs, moi je pense que les entreprises agroalimentaires et derrière les coopératives vont être obligées de s'adapter. Bon, un certain nombre de coopératives ont déjà, par exemple, largement développé la culture de légumineuses à graines. Voilà, donc ça ne sera pas simple, et une adaptation sera de toute façon nécessaire parce que la demande des consommateurs va aller dans ce sens-là. Je ne pense pas que les marchés mondiaux soient la panacée. Et après, je pense qu'il faut hausser la qualité, c'est-à-dire que la bio, mais aussi tous les labels rouges, et notamment dans la viande. J'étais assez sidéré de m'apercevoir dans la dernière ESCO NINRA que tout ce qui est label rouge ou AOC représente moins de 10% de la production laitière ou la production de viande. Aujourd'hui, 1% du lait de chèvre est transformé en AOC. Donc ça veut dire qu'il y a une marge de manœuvre importante vers tous ces produits-là, une partie des consommateurs est prêt à payer. Et si on applique la politique que veut mettre en place Julien avec le principe pollueur-payeur, l'agriculture intensive coûtera plus cher et l'agriculture de qualité devrait coûter moins cher. Donc, on a là un peu la possibilité de gérer cette transition vers des produits de meilleure qualité, meilleurs pour la santé. C'est pas parce qu'on va produire moins de viande et moins de lait qu'il y aura moins d'agriculteurs et que celui-ci gagnera moins d'argent. Enfin, les agriculteurs bio aujourd'hui produisent moins de lait à l'hectare et gagnent plus d'argent. Et ça a été montré notamment par les CIVAM de l'Ouest et par le RICA depuis déjà des dizaines d'années, quoi. Voilà. Donc moi, je pense que oui, il va y avoir des choses qui ne vont pas être faciles pour certaines entreprises trop spécialisées, mais pour celles qui prennent la voie de la qualité, du bien-être animal, etc., je pense que les opportunités vont se faire de plus en plus nombreuses. J'ai l'impression que vous venez de répondre, Monsieur Pointreau, à l'une des questions du public qui consistait à se demander quels étaient les avantages économiques des systèmes de culture à base intrants par rapport à, par exemple, la monoculture conventionnelle. Donc, la valorisation de la qualité, si je vous suis bien. Je pense que les marges de manœuvre sur une exploitation où on peut gagner de la valeur ajoutée, c'est réduire les intrants. Je veux dire, l'azote chimique coûte très cher, les pesticides coûtent très cher. Dans des exploitations spécialisées en grande culture, moi j'en ai vu dans le Gers, quasiment les charges étaient équivalentes aux produits, quoi. Donc il y a les économies de charges. De l'autre côté, il y a les produits de qualité qui sont quand même vendus plus cher en bio, voire demain peut-être HVE ou d'autres labels. Et puis le volet transformation circuit court. Alors bien entendu, tout le monde n'est pas en capacité, tout le monde n'a pas la volonté de s'inscrire dans ce type de circuit, mais c'est aussi une réponse pour un certain nombre d'agriculteurs. Donc en fait, si après on rajoute à ces 3 postes qui soit baissent les intrants, soit augmentent la valeur ajoutée, enfin le prix de vente plutôt, et qu'on court tous les 3 à la valeur ajoutée, si derrière on rajoute les paiements pour services environnementaux, la taxe pollueur-payeur, bon, nous, la semaine prochaine, il y aura un colloque 1,5 degré avec Sciences Po Toulouse. Je vous conseille à le suivre sur le volet changement climatique, le droit et le changement climatique. On fera une intervention avec Carole Hermont, une juriste sur l'agriculture. Et la principale proposition qu'on fait, c'est de taxer l'azote, parce que c'est la seule qui nous paraît réaliste aujourd'hui. On voit mal comment on va taxer le méthane des vaches. Donc, on peut taxer l'azote chimique. Et donc, forcément,
si on taxe l'azote chimique à un niveau suffisamment élevé ou si on rehausse la taxe sur les pesticides, il faut quand même voir que la taxe sur les pesticides, 60 millions d'euros, c'est 1%, 1 à 2% des 3,2 milliards que représente le coût des pesticides. Aujourd'hui, il y a quelques taxes. La seule taxe est sur l'azote organique des vaches, 3 euros par vache au-delà de 80 vaches. Vous comprenez qu'aujourd'hui, le principe pollueur-payeur n'est pas mis en œuvre du tout. Donc, forcément, si on remet ça dans la balance, on va avoir de quoi faire cette sans forcément augmenter les budgets. Et je ne vous compte pas la situation quand même dans les captages d'eau potable. Je veux dire, nous, on va démarrer un travail avec la O17, donc les eaux, système d'alimentation en eau potable de la Charente-Maritime. On a travaillé aussi dans les Landes. Je veux dire, on a tous les captages qui sont à un niveau où demain, on n'est même plus en capacité de faire de l'eau potable. Donc ça va coûter des dizaines de millions d'euros, ce genre de choses. Et même demain, ils vont être obligés de mettre en œuvre donc les fameuses zones soumises aux contraintes environnementales. Et peut-être demain, il faudra obliger l'agriculture biologique dans les captages pour protéger notre eau potable. Donc je veux dire que comment dire, les leviers sont immenses aujourd'hui pour faire cette transition. Donc je pense que c'est plus une volonté politique. Nous, on a montré avec notre scénario que c'était possible. On a montré avec notre plateforme OSAE que les agriculteurs étaient en capacité de changer déjà leurs pratiques et le font déjà. Voilà, donc tout est prêt pour la transition, quoi. Ce qu'il faut, c'est qu'il y ait, comment dire, suffisamment d'acteurs aujourd'hui pour faire poids et, je dirais, pour prendre les commandes et pas laisser les commandes à l'arrière-garde qui freinent des quatre fers toute cette transition, quoi. D'accord. Après, j'avais une autre question d'un étudiant sur le fait que est-ce que les agriculteurs étaient prêts à convertir certaines de leurs surfaces? On revient au principe de diversification. L'étudiant soulignait que justement, c'est pas le même métier que de produire des céréales ou des fruits, etc. Donc, est-ce que cette révolution culturelle et culturelle, sont-ils prêts, certains, à l'opérer au nom de la diversification? Alors, notamment dans les jeunes agriculteurs qui s'installent, on s'aperçoit qu'il y a, si vous regardez les chiffres en Bretagne ou ailleurs, on a énormément d'installations, majoritairement qui se font en bio d'ailleurs, et beaucoup sur ces nouveaux systèmes que sont le maraîchage circuit court, paysans boulangers. Voilà, donc on a déjà une nouvelle génération qui, elle, va faire une sorte de saut et a bien compris tout l'intérêt en termes économiques, social, idéologiques de partir sur ces systèmes-là. Après, sur les autres systèmes, on a par exemple une expérience sur le plateau de Sceaux dans l'Aude, un système qui était avant spécialisé en élevage bovin-viande, où ils ont par exemple créé une coopérative pour réintroduire la culture de pommes de terre, aujourd'hui la carotte aussi. Donc ils réintroduisent des légumes de plein champ dans l'arasonnement et avec une grosse valeur ajoutée. Voilà, donc ça c'est un exemple. Moi, je peux vous en citer d'autres aussi. Là, il s'avère qu'on travaille pour Perrier aujourd'hui, donc au sud de Nîmes, dans leur territoire de captage. Et en fait, ils ont appuyé la conversion à l'agriculture biologique. Et donc, c'est créé la cave Héraclès, qui est la plus grande cave de vin bio en France. Et ils ont quasiment converti qu'à peu près 80% des viticulteurs dans un rayon de 20 km à la bio. Et pourquoi ? Pas à cause de Perrier, mais à cause que le vin bio se vend mieux que le vin conventionnel. Voilà, donc en fait, ces transitions, le nombre d'exploitations qui aujourd'hui réintroduisent de l'élevage, alors ça peut être un nouvel associé ou un voisin, enfin, je veux dire, vous en avez beaucoup. Donc, je pense qu'il n'y a pas de frein à ces évolutions. Alors, pour certains spécialisés et très capitalistiques, ça va être compliqué. Nous, on travaille aussi dans la région Limousine où on a des systèmes bovins-viande qui, en général, la taille des exploitations est de 200 hectares. Ça veut dire un capital de 1 à 2 millions d'euros. C'est vrai qu'on ne sait pas comment ces exploitations vont être transmises concrètement. Voilà, donc on va avoir quand même sur certains systèmes ou tous les systèmes hors sol de Bretagne des difficultés à faire cette transition. Mais par exemple, si vous prenez l'arboriculture, la viticulture, aujourd'hui, la transition va très vite. On est à 25% de bio en France. Le premier département bio de France,
je vous le donne en mille, c'est les Pyrénées-Orientales, j'ai découvert ça, ils sont à 35% de bio, donc les choses vont très vite dans le sud de la France, peut-être un peu moins vite dans le nord, mais peut-être qu'ils vont s'y mettre aussi. D'accord. J'ai juste deux petites questions courtes et provocatrices du public à répercuter et puis après on arrête. Alors, première question, comment maintenir des prairies naturelles si on vise moins 48% de viande bovine? Ah oui, bah cette question-là, on l'a dans le scénario After 2050, on maintient les prairies permanentes. Les prairies permanentes sont vraiment l'ossature, notamment pour la protection des ressources en eau et de la biodiversité. Mais il faut savoir que si vous allez en Bretagne, qui fait l'essentiel, une grosse partie de la production laitière, vous n'avez plus de prairies permanentes en Bretagne. Vous n'en avez plus. Vous n'avez que des fourrages annuels, des prairies temporaires et surtout 35% de maïs en silage dans l'assolement. Donc l'essentiel aujourd'hui, une grosse partie de la viande et du lait n'est pas basée sur la prairie. L'essentiel de la production de lait et de viande est faite sur le maïs en silage et le tourteau de soja. Donc l'idée c'est de baisser les systèmes intensifs basés sur ce type d'intrants, de soja, maïs, et au contraire de privilégier les systèmes à l'herbe. C'est exactement le graphique que j'ai montré. Et en fait, de cette façon-là, on ne baisse pas la surface de prairies permanentes. On baisse la surface de maïs en silage et l'importation d'intrants. Voilà. Donc, il faut aller vers la qualité. Et par exemple, au passage, le label rouge viande bovine a, depuis l'année dernière, interdit l'utilisation d'OGM comme intrant, quoi. Donc, beaucoup aussi de volailles label rouge ont aussi, comme le poulet de Loué, sorti le soja OGM. Donc, en fait, les produits de qualité ont fait cette transition. Donc, le problème, c'est qu'il faut que les consommateurs suivent. C'est-à-dire que les consommateurs soient conscients quand même des efforts faits par les agriculteurs ou les éleveurs et soient prêts à payer un peu plus. Donc, l'idée, c'est consommer moins de viande et moins de produits laitiers, mais de meilleure qualité. Voilà. D'accord. Dernière question, l'agroécologie est-elle nécessairement bio? Alors, comme vous l'avez peut-être pas remarqué, mais je vous le dis, dans le scénario After 2050, pour l'instant, on n'était pas sur un scénario 100% bio en 2050. On était à 50%, quoi. Donc non, l'agroécologie n'est pas l'apanage de la bio. Je dirais, la bio, utilise fortement ces principes-là, mais beaucoup d'autres agriculteurs qui ne sont pas en bio utilisent les principes de l'agroécologie. Je pense que ce soit les couverts, les cultures associées, les couverts sont pratiqués par de nombreux agriculteurs, même qui ne sont pas en bio, quoi. Donc, l'agroécologie, elle a vocation à se généraliser, certainement à conduire vers une réduction des intrants. L'intérêt de la bio, c'est qu'aujourd'hui, c'est la seule, avec peut-être les AOC ou les labels rouges, donne la plus-value au produit, quoi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas une rémunération si vous êtes en HVE, il n'y a rien qui vous donne une rémunération. La bio vous permet d'augmenter quand même le prix de vos céréales ou le prix du lait d'une façon importante, quoi. Donc en fait, à un moment donné, quand vous avez suffisamment réduit vos intrants et que vous maîtrisez les pratiques, le saut pour passer en bio n'est pas énorme et vous permet de suite d'avoir une plus-value sur les produits et de répondre à une demande forte, quoi. Voilà. Mais pour moi, l'agroécologie, elle doit être généralisée demain à l'ensemble de l'agriculture, quoi. D'accord.